Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Cyril Lichon. Ah oui, un nom que vous connaissez déjà puisque je l'ai interviewé dans Les Passeurs de Clés. Mais aujourd'hui, effectivement, l'affaire est tout autre. Il s'agit d'un auteur et d'un écrivain. Et oui, Cyril, effectivement, s'est penché sur l'écriture. Vous allez tout savoir sur Évidence, son livre, le premier du genre, un petit journal intime d'un homme amoureux, roman autobiographique aux éditions Fortuna, un bouquin qui fait 130 pages et que j'ai lu avec grand plaisir. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de cette aventure de l'écriture? Oui, alors tu as raison de dire aventure, parce que c'est quelque chose dans lequel je ne pensais pas du tout me plonger. J'ai découvert cette aventure, je me suis lancé dans cette aventure en 2019, le 25 mai 2019 précisément, le jour où mon ex-compagne en fait est partie, a décidé de partir. Et donc c'est là que j'ai eu, on peut pas parler de révélation, mais en tous les cas comme une envie pressante de coucher sur le papier, ou tout du moins de taper sur le clavier, ce qui était pour moi un échappatoire, en tout cas une tristesse, une douleur. Donc voilà comment je me suis mis à l'écriture. Alors, tu t'étais donné un timing, hein. Je crois qu'effectivement, tu t'étais dit, voilà, je vais tomber le livre en un certain jour. Alors en fait, ça s'est passé exactement comme ça. C'est-à-dire que le 25 mai, donc je le rappelle, 14 heures, mon ex-compagne prend son camion que j'ai chargé, part, et au moment où le camion quitte mon champ de vision, eh bien là, j'ai une petite voix qui me parle et qui me dit rentre et écris. Donc sans trop réfléchir, je cherche pas à comprendre, je rentre, je prends mon ordinateur, je commence à écrire, ce qui deviendra l'introduction et le premier jour, donc les 2 premières pages de ce bouquin. Et puis, une fois que j'ai fini d'écrire ça assez rapidement, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est vraiment très rapide, je me repose la question à voix haute, je me dis, mais à quoi ça sert de faire ça? Je comprends pas. Et là, une deuxième fois, j'entends toujours sa petite voix me dire, bah, écris pendant 60 jours, 2 mois, tu verras bien ce que tu seras devenu au bout de ces 60 jours et comment les choses auront évolué. Voilà. Donc là, une fois de plus, j'ai pas réfléchi, je me suis appliqué, j'ai écouté les instructions qui m'étaient données, sans comprendre d'où ça venait et pourquoi, mais voilà, donc ce qui m'a donné le timing des 60 jours et d'écrire donc en manière récurrente tous les soirs, euh, donc d'écrire mes ressentis, mes émotions de la journée chaque soir, de raconter, comme tu l'as dit, petit journal intime, voilà, façon journal intime et d'expliquer ce que j'avais ressenti dans la journée. Alors, ce qui est fabuleux avec ce bouquin, c'est que on a des marquages. C'est-à-dire, par exemple, tu décides de te mettre au sport. C'est-à-dire, chaque matin, tu fais effectivement ta musculation, tes pompes, tu prends ton thé, tu prends ta douche, etc. Il y a des marquages, il y a des choses régulières chaque matin. Oui, en fait, bah, j'ai pas. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai strictement rien prémédité. C'est-à-dire que cette écriture, ce livre, a été écrit vraiment dans son jus, c'est-à-dire que j'écrivais exactement la manière dont je rythmais mes journées. Pareil, ça, en fait, ça a été, on va dire, une manière de me sauver, et puis surtout de ne pas faire naufrage, de ne pas dériver, en fait. Donc, ça a été c'était par instinct. Tout ce que j'ai écrit dans ce bouquin est totalement vrai, mis à part les 2 prénoms des 2 femmes, puisque j'ai simplement changé par respect. Mais sans ça, tout ce que je raconte, alors il peut y avoir des redondances, comme tu le dis, c'est-à-dire que souvent, bah voilà, j'explique que le matin, je me lève, je bois mon thé, et puis après, oui, bah, je fais du sport, soit je vais courir, soit je fais des pompes, soit je fais autre chose, mais en tous les cas, c'est vraiment la récurrence qui fait que ça montre bien que je me suis automatiquement et de manière instinctive entouré de mécanismes et d'habitudes pour m'inventer et me créer un nouveau cadre de vie pour ne pas flancher, ne pas sombrer. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a des récurrences. Alors ça peut sembler lourd à l'écriture, mais au final, je pense que ça passe assez bien. En tout cas, c'est les retours que j'en ai eus de toutes les personnes qui ont lu ce bouquin. Et je voulais juste aussi préciser que tous les retours que j'ai eus de ce livre, pendant très 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 longtemps, m'ont vraiment touché. Très souvent, j'ai lu des retours de lecture qui m'ont fait effondrer en larmes, quoi. Donc, parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. Il y avait une telle authenticité, une telle reconnaissance des personnes dans ce qu'elles lisaient, qu'une telle identification que je j'ai pas trop compris sur le coup, mais c'est avec le temps que j'ai compris qu'il y avait cette notion de d'authenticité et que les personnes arrivaient à s'identifier en fonction de certains passages ou de certains ressentis.
Et alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture du livre, c'est que je me suis dit, mais avec tout ce qu'il a pris dans la tête, parce que tu le dis, t'es comme un boxeur, t'es KO, quand même un moment dans le livre, je me suis dit, mais avec tout ce qu'il a pris dans la tête, effectivement, il est comme le phénix, il renaît de ses cendres. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Voilà le proverbe qui m'est revenu à la mémoire en lisant ton livre. Ouais, c'est un peu ça. C'est effectivement comme ce qu'explique aussi Grégoire Lacroix, qui a écrit La Postface, que je salue et que j'embrasse, qui est quelqu'un qui compte beaucoup pour ce livre, puisque c'est quelqu'un que j'avais rencontré pour un autre projet, qui notamment travaille avec Claude Lelouch, qui est un grand journaliste, écrivain, qui a écrit aussi beaucoup de livres, et qui a accepté ce défi que je lui ai un peu lancé, de lire le bouquin et d'écrire La Postface. Il le précise bien, il explique bien son ressenti à la lecture, c'est-à-dire que j'aurais pu effectivement faire un drame magnifique, être dans la complainte, être dans la tristesse, mais j'ai choisi un tout autre chemin. Alors je l'ai pas choisi volontairement, je l'ai choisi parce qu'il s'est présenté à moi comme ça. C'est de rebondir et de, comme tu dis, renaître de ses cendres. Et oui, encore aujourd'hui, je suis incapable d'expliquer exactement ce qui s'est passé. C'est sûr que j'ai traversé ce qu'on appelle la courbe du développement ou la courbe du deuil. C'est ce qu'on vit tous, ce que n'importe quel être humain vit quand il prend ce que j'appelle la théorie du parpaing, c'est-à-dire quand on prend un grand coup dans la tronche. Soit il y a obligatoirement le fait qu'on baisse la garde et qu'on mette le genou à terre. Après, c'est de savoir combien de temps on va laisser le genou à terre et surtout en combien de temps est-ce qu'on va rebondir. Et ça, c'est très 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 important. C'est de trouver, d'être obligé de se recentrer, de reprendre conscience du fait qu'on doit penser à soi avant de penser à l'autre. Et ça a été vraiment un électrochoc énorme. Alors bien entendu, je touche du bois. Certains connaissent ce traumatisme ou cet électrochoc suite à un accident de la vie, un accident de la route, un problème de santé. Moi, j'ai eu la chance que ce soit simplement qu'une rupture amoureuse. Et aujourd'hui, j'en suis ultra reconnaissant. C'est-à-dire que je trouve que l'univers m'a vachement gâté, quoi. Oui, alors dans ce livre, on rencontre aussi d'autres personnages. Il y a toute une trame de personnages, comme par exemple ton copain Nono. On voit que quelque part, tu as besoin de te retrouver avec des gens avec qui tu te sens bien. Alors non seulement j'ai besoin de me retrouver avec des personnes avec qui je me sens bien, mais j'ai surtout besoin de me retrouver moi et d'oser prendre soin de moi. Voilà, et d'oser faire des choses que j'ai peut-être pas pu faire pendant un certain nombre d'années, pour revenir à l'essentiel, vraiment à l'essentiel et à ce que je suis pleinement moi. Et alors, c'est vrai que souvent, ça c'est typiquement français, on a pour habitude de dire que quand on pense à soi et qu'on fait les choses pour soi, souvent on est catégorisé d'égoïste, mais en fait c'est pas du tout ça. Il y a une différence entre l'égoïsme et l'estime de soi. C'est que l'égoïsme, on pense à soi, on va chercher chez les autres ce dont on a besoin sans redistribuer, sans donner. Mais l'estime de soi, c'est savoir qui on est, s'aimer, croire en soi, se faire confiance avant même d'essayer d'aimer quelqu'un d'autre ou de faire confiance aux autres ou de croire aux autres. Donc ce qui est important, c'est vraiment de se recentrer, parce que comme j'ai toujours pour habitude de dire, qui mieux que soi peut s'occuper de soi. C'est-à-dire que voilà, on est toujours la personne la mieux placée pour savoir qui on est et ce dont on a besoin. Donc ça a été une vraie thérapie, cette écriture, et les rencontres en font partie. Les rencontres font partie de cette thérapie. Alors après, j'avoue que ça a été un bonheur, parce que c'est vrai que ça m'a permis de ne pas sombrer, de ne pas rester tout seul, de ne pas m'isoler. Je pense que c'est ce qui est la pire des choses. Et pendant toutes ces semaines d'écriture et après même, aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai gardé, c'est-à-dire que j'aime ne pas être trop chez moi pour être content de rentrer chez moi, et aussi pour profiter un maximum de celles et de ceux que je connais, et surtout d'aller à la rencontre de ceux que je ne connais pas. Et ça, c'est quelque chose que j'avais un peu perdu. Et pourtant, c'est la base de mon métier. Donc voilà, donc ça a été c'est un vrai bonheur. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des marquages de lieux. Il y a par exemple un endroit où tu aimais bien aller avec Mila, donc ton ex. Il y a des endroits, à chaque fois que tu vas dans un endroit, tu dis bah oui mais ça me rappelle effectivement Mila, etc. Et on a le sentiment qu'on se dit mais il décroche jamais quoi. Il se bat pour aller de l'avant mais il décroche jamais.
Alors en fait, c'est quelque chose qui est, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, on se rend compte que inconsciemment, on associe largement des lieux à des moments. Et au final, l'être humain est ainsi foutu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des machines et qu'il y a toujours l'affect ou l'émotionnel qui intervient, le cœur, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et au final, c'est ce qui prend le plus de coups. C'est pas l'intelligence intellectuelle, c'est pas le mental. On dit souvent que le mental prend un coup, mais au final, non. Le mental, c'est ce qui nous permet de tenir pour un marathonien ou pour un explorateur ou pour quelqu'un qui est vraiment dans le dépassement de soi. C'est le mental qui va faire tenir. Donc le mental peut prendre le relais. Mais ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait avancer, c'est l'émotionnel, c'est vraiment le cœur, c'est l'âme. Et au final, quand cette âme est écorchée, quand elle est blessée, quand elle est anéantie ou quand elle est détériorée, piétinée, bah, au final, on essaie de se raccrocher à des choses qui nous font du bien. Et souvent, oui, ce sont soit les rencontres, mais aussi les lieux, des lieux qui nous permettent de nous ressourcer. Alors c'est quelqu'un, pour moi, d'une station de ski, pas très loin d'Annecy, qui est vraiment mon lieu. Je l'appelle souvent ma grotte, mais c'est vraiment un lieu. Alors je suis incapable d'expliquer pourquoi. Je sais pas si c'est tellurique, mystique, je ne sais pas du tout, mais c'est un lieu qui me parle en tous les cas. C'est un lieu enclavé, c'est une station très familiale et dans laquelle je me sens bien. Donc à chaque fois que j'y vais, je passe le panneau et je me sens vraiment chez moi. Et voilà, il y a quelques lieux comme ça aussi. Je parle d'une boîte de nuit dans laquelle je me sens bien. Alors, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais on leur fait un petit coucou et voilà, en saluant tous les restaurateurs et toutes les personnes aussi qui travaillent la nuit et dans tout ce qui est divertissement. Enfin, on va bientôt sortir de tout ça. Mais c'est là que je me suis rendu compte que les lieux ont une importance. Les lieux ont vraiment font partie de notre patrimoine et de notre patrimoine existentiel, mais aussi de notre parcours de vie. Voilà. D'accord. Alors, dans ce livre, il y a aussi, je dirais, la sortie d'un amour pour rentrer dans un autre amour, mais sans rentrer dans les détails, je dirais qu'effectivement, il y a quand même une rencontre épistolière qui va démarrer, et tu vas être happé par cette rencontre. Alors, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pendant l'écriture, il y a une porte qui s'est fermée et une autre qui s'est ouverte. Les choses se sont faites extrêmement naturellement, c'est-à-dire qu'il n'y a eu strictement aucun forçage. Moi, je n'ai fait que simplement reporter, raconter exactement ce que je vivais, sans agir ou sans jouer dessus. C'est-à-dire que j'ai eu cette capacité de dédoublement, c'est-à-dire en même temps d'un côté de vivre les choses telles que je devais les vivre, et de l'autre de faire un reporting chaque soir de ce que j'avais vécu, et de manière extrêmement alors je vais employer un mot qui est très très à la mode, mais de manière extrêmement distancielle. C'est-à-dire que j'ai réussi à chaque fois à exprimer mes émotions ou mes ressentis, tout en ne tombant pas dans la sensiblerie, c'est-à-dire de ne pas romancer. Alors même si effectivement tu l'as dit, c'est intitulé roman autobiographique, ça reste quand même totalement autobiographique. Et c'est pour ça que j'ai enlevé toute couverture, toute protection. Je me suis retrouvé vraiment à poil, plus aucun filtre. Et du coup, j'ai été le plus honnête, le plus authentique que je pouvais l'être, en reportant exactement ce qui s'était passé. Donc il y a donc ce départ qui fiche un coup, qui fait mettre le genou à terre, et puis cette rencontre qui au final, après la pluie vient le beau temps, et avec un nouveau rayon de soleil. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de vraiment de très 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 agréable. Alors, ce qui est étrange aussi, c'est que quelque part, vous essayez de pancher vos plaies mutuellement avec cette personne-là. Et après, effectivement, il va se passer quelque chose que le lecteur va découvrir. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous vous racontez votre histoire, chacun raconte son histoire, et puis vous trouvez des similitudes, etc. Et puis là, il commence à y avoir des petits sentiments qui commencent à naître, des petits signes d'appartenance, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on est dans l'esprit, on peut dire, de l'amour fusionnel, de l'amour réparateur, de l'amour qui fait du bien. Alors, bien entendu, quand on est à fond dedans et quand on est vraiment les deux pieds dans cette histoire, on n'a pas ce sentiment. Alors, on se pose la question quand même. D'ailleurs, je le formule une ou deux fois dans le livre. Je dis, mais au final, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ce que je vis, sont des vrais sentiments? Alors, ce sont des vrais sentiments, c'est-à-dire que les sentiments ont été sincères, vraiment, sont sincères.
Et puis, on apprend à se découvrir. Alors, chacun dans sa douleur ou chacun dans ses difficultés. Et puis, on se rend compte qu'au final, l'homme ou la femme, enfin l'homme ou la femme, l'homme avec un grand H, l'être humain, la femme et l'homme ne sont pas faits pour avancer seuls, et que on est tous utiles les uns aux autres, avec plus ou moins de réussite, mais en tous les cas, chaque rencontre n'est pas un hasard. Il n'y a pas, comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Et je sais aujourd'hui, avec le recul, que ça a été une bénédiction pour moi, ce livre, ces rencontres, cette rencontre, toutes les rencontres que j'ai pu faire après, que ce soit amicales, professionnelles, amoureuses. Vraiment, c'est accepter ce qui arrive et accepter ce qui arrive et accepter ce qui part. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai appris de cette période-là de ma vie et de cette aventure. Alors une chose également que tu soulèves dans le livre, c'est ta position professionnelle. C'est-à-dire que bon, tu es journaliste depuis effectivement un certain temps et tu vas faire des petits boulots. Tu vas faire des petits boulots parce que justement ça fait partie aussi de ta reconstruction. C'est ton self-made man quelque part qui va faire que tu vas te motiver par ces petits boulots-là. Alors il y en a effectivement où quelque part tu appréhendes un petit peu et puis en fait ça se termine toujours bien, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours une happy end quelque part. En tous les cas, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui compte vraiment quand on vit quelque chose, que ce soit agréable ou désagréable, c'est de ne jamais perdre confiance en soi, c'est de toujours croire en soi, d'être vraiment dans l'amour inconditionnel de ce que l'on est et de croire vraiment, de croire en l'avenir. En tout cas, de faire en sorte que chaque rencontre, chaque moment, chaque instant, chaque chose que l'on peut vivre soit magnifié, soit sublime, voilà. Vraiment de chasser le médiocre et d'accueillir le sublime de chaque chose que l'on vit, de chaque chose que l'on traverse, et que même si parfois il peut y avoir des moments plus sombres, plus compliqués, au final, il y a une leçon à tirer toujours. Il y a toujours une leçon à tirer, il y a toujours quelque chose à en transformer de positif. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et voilà, nous sommes de grands alchimistes en fait. On a la capacité de pouvoir transformer les choses, de transcender les choses. Et même si on vit quelque chose de douloureux, eh bien, on peut en faire quelque chose de vraiment magnifique. Et je pense que c'est ça la force de l'être humain, c'est de pouvoir se transcender. Il y a toujours le libre arbitre, soit de plonger, de pas réagir, de laisser l'autre faire, de laisser l'autre diriger notre vie, ou de dire non, au final, c'est moi qui ai le gouvernail, c'est moi le patron de ma vie, c'est moi le capitaine de mon bateau. Donc, je vais en faire ce que j'ai envie d'en faire, sans me soucier de ce que peuvent penser les uns et les autres, mais en tous les cas, en me souciant de ce que moi, je peux faire de ma vie et de comment je peux la transformer. Et en fait, c'est la grande leçon que j'ai tirée de ce bouquin, qui, une fois de plus, est vraiment arrivé comme une bénédiction dans ma vie. Moi, il m'a fallu 48 ans pour comprendre le sens de la vie. Et aujourd'hui, j'apprends toujours, bien entendu, mais justement, on en avait déjà discuté ensemble. Ce qui est fabuleux, c'est que ce livre a été la source, la matrice de plein de choses qui aujourd'hui existent, qui sont les passeurs de clés, qui sont un jour clés, les podcasts que je produis, mais aussi de toutes les rencontres que j'ai pu faire et des livres que j'ai écrits, de ce premier livre, d'un deuxième qui suit, qui est terminé, un troisième donc qui va être en écriture pour le printemps. Et voilà, ça a été une source d'énergie incroyable, incroyable. Alors j'aimerais qu'on parle aussi de l'éditeur, parce que là aussi c'est une rencontre quelque part. Tu marches beaucoup à l'empathie, toi, donc raconte-nous un petit peu comment l'éditeur est venu à toi en fait. Alors cette histoire, elle est fabuleuse, elle est dans le rayonnement de tout ce que je dis depuis le début, et quand je dis que ce livre est une bénédiction, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre, moi je l'avais pas écrit pour l'éditer à la base, je l'avais écrit pour me faire du bien, et puis quand j'ai fini de l'écrire, j'ai eu un double sentiment, un sentiment de soulagement, enfin de bonheur, de me dire ouais, je suis allé au bout, je l'ai fait, et puis un sentiment de vide, de me dire qu'est-ce qui va se passer maintenant. Du coup, je me suis dit je vais quand même peut-être le faire lire à ce que j'appelle des bêta-lectrices et des bêta-lecteurs pour avoir des retours, et puis voilà, pour satisfaction personnelle, pour savoir si ce qui est écrit parle ou résonne. Et tous les retours que j'ai eus m'ont tellement bouleversé à un point, mais que je n'imaginais même pas, que je me suis dit ça vaut peut-être le coup à ce moment-là de l'éditer, pour que si certains ont trouvé des clés, ont trouvé des pistes, se retrouver, peut-être que ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Et du coup, c'est comme ça que je me suis mis à chercher un éditeur. Alors l'histoire est assez simple, j'ai utilisé, comme beaucoup de personnes, Facebook.
j'ai posté un message en disant voilà, je cherche un éditeur pour un livre que je viens d'écrire, une autobiographie. Et là, j'ai une écrivaine qui m'a envoyé un message que je connaissais pas du tout, qui m'a dit bon, tu m'as posé 2-3 questions et qui m'a donné les coordonnées de François Michalon, qui est devenu mon éditeur quelques temps après. Et elle m'a dit bon voilà, ben essayez, appelez-le de ma part, bon vent. Et chose que j'ai faite, je l'ai appelé immédiatement, François, je l'ai eu au téléphone, il a décroché et, et ça a été vraiment succinct, ça s'est fait en 10 minutes. Et il m'a posé quelques questions, pareil aussi, et puis il m'a dit bon bah écoutez, j'ai la sensation que vos planètes sont toutes alignées, donc rencontrons-nous à Paris dans 15 jours. Voilà, et on s'est rencontrés, donc les choses se sont ensuite enchaînées, et c'est vrai que ça s'est fait, on va dire que si on met bout à bout, le livre a été édité en moins d'un mois, quoi. Parce que vraiment, après, il y a eu du temps en fonction de nos emplois du temps de chacun l'un et l'autre, mais François a été extrêmement efficace. Et ce que j'ai trouvé extrêmement sympa chez lui et vraiment talentueux et humain, c'est qu'à aucun moment il a essayé ni de changer mon écriture, ni de me faire modifier des choses. Il m'a dit non, c'est ton histoire, c'est toi qui sais, donc on va rien toucher, on va juste faire apporter quelques corrections orthographiques, voire pour vraiment que ce soit agréable à la lecture et qu'il n'y ait pas trop de fautes. J'ai beau être journaliste, on peut encore faire des fautes quand on écrit, hein, ça arrive à tout le monde. Et donc voilà, donc c'est la seule chose qu'il a faite, mais il a eu la classe et la grande classe de laisser le livre intact. Donc ça veut dire que moi, je n'ai strictement rien retouché après l'écriture. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'au final de tomber face à quelqu'un qui prend le temps de t'écouter, qui prend le temps d'y croire, de croire en ce que tu lui dis, et qui voilà quelque part pour certains c'est un rêve d'écrire, hein. Donc moi je me rends compte que j'ai réalisé quelque chose dont certains rêvent, et c'est pour ça que je me suis dit bon j'ai une chance énorme, inouïe. Et quand effectivement on s'est vu le 8 décembre 2019 avec François à Paris, c'était à la Madeleine, c'était un dimanche, quand il m'a donné le sac de courses avec la 30aine d'exemplaires qui étaient dedans, il m'avait promis de me donner une 30aine d'exemplaires déjà dès que le livre serait imprimé. Et voilà, ça a été waouh, ça a été puissant parce que c'était énorme. C'était quelque chose qui à la base était une douleur et qui au final est devenu un livre et est devenu quelque chose de concret, quoi. Donc ouais, non, c'est François, c'est une très belle rencontre. Je suis certain que nos chemins ne vont pas se quitter comme ça. Et même si je sais que dans le domaine de l'écriture, plein de choses sont possibles, plein de collaborations sont possibles avec plein de personnes. Mais en tous les cas, il y a 2-3 projets, 2-3 idées que j'ai vraiment envie de lui proposer dans un ou deux autres domaines. Voilà. Alors, il a été tiré à combien d'exemplaires essentiels? Alors, la particularité de ce livre, c'est qu'il n'a pas été édité en un nombre d'exemplaires de base, minimum, comme souvent ça se fait. Moi, je voulais que le livre sorte rapidement. J'avais lancé ce défi-là à François, défi qu'il a sans aucun problème voulu relever. Sauf que lui, il a dit, on va faire à ma manière. Donc, en fait, le livre a été édité, on va dire, au moins à 200 exemplaires. Et ensuite, pour les commandes, des personnes qui commandaient sur Internet, c'était quasiment au livre le livre. Donc, je peux pas te dire exactement à combien d'exemplaires il était édité. Au moins 200, c'est sûr. Entre 200 et 250 exemplaires. Il m'en reste encore. Il m'en reste une soixantaine, entre 60 et 80 exemplaires. Parce qu'il y a eu aussi cette chance-là énorme, c'est que François m'a laissé totalement gérer l'aspect communication et surtout la manière de communiquer sur mon livre. Donc ça a été une énorme liberté et c'est vrai que j'en serai toujours reconnaissant et ça a été une belle première expérience littéraire pour moi. Est-ce que les médias se sont intéressés à ce livre? Est-ce que tu as donné beaucoup d'interviews? Alors, c'est une très bonne question. Non, pas du tout. Mais j'aurais envie de dire que j'ai compris pourquoi. Aujourd'hui, il y a une problématique quand on parle de communication ou de distribution presse pour des livres, c'est que tout est lié à des grosses machines et tout est lié à des réseaux. Donc, si on ne fait pas partie d'un gros réseau ou d'une grosse machine, eh bien, forcément, la visibilité est beaucoup plus sujette à la curiosité de l'autre. Or, j'ai constaté, en tant que journaliste, que la curiosité devenait quelque chose de très rare. En tous les cas, d'un point de vue média mainstream ou on va dire grand support. Donc, si on ne fait pas partie, si on n'a pas le bon réseau,
avec le bon ou la bonne attachée de presse, avec les bons contacts, malheureusement, on n'a pas la possibilité d'avoir l'écho attendu ou voulu dans les médias, on va dire, les plus écoutés, les plus lus ou les plus entendus. Mais c'est pas quelque chose que je vis comme un échec ou comme quelque chose de désagréable. Moi, je me dis que si ce livre, il doit avoir une autre, enfin encore, on va dire une deuxième existence ou une deuxième vie, ou s'il doit encore connaître quelque chose, il le connaîtra. À la base, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas écrit ce livre pour faire de l'argent, pour être connu. J'ai écrit ce livre parce que j'en avais besoin. Donc, je suis pas dans une démarche mercantile pure. Maintenant, si ce livre du jour au lendemain et intéresse différents médias, radio, télé, presse écrite, bien entendu, je suis à leur disposition, à leur écoute. Et je pense que ce livre, aujourd'hui, correspond à une vraie demande, à une vraie attente, puisque au final, il peut donner des clés, redonner espoir, donner, ne serait-ce que de se dire, je ne suis pas seul à connaître ça. Donc voilà, donc c'est un vrai, c'est une vraie lumière dans la nuit, je pense, une petite loupiote dans la nuit. Alors, Essentiel, c'est le début, mais il y a une trilogie. Tu es en train, effectivement, d'en préparer deux autres. Évidence, ouais. Évidence, c'est le premier. Alors ça aussi, c'était pas du tout calculé. Je suis pas parti en disant je vais en écrire 3. C'est pas une trilogie. Non, j'ai écrit ce premier. Et puis beaucoup de lecteurs m'ont dit ah mais quand est-ce qu'il y a une suite? Alors, c'est vrai que le premier, Évidence, se termine un peu de manière un peu brutale. En tout cas, ça peut être brutal pour le lecteur. Mais j'avais pas imaginé de suite. Pour moi, l'histoire était là. Voilà, point barre. Après, c'était de l'ordre du privé, de la vie privée. Donc, c'était vraiment l'idée de proposer quelque chose d'intimiste. Et puis, chemin faisant, de plus en plus de personnes, de lecteurs, de lectrices qui me disaient « mais il y a une suite, j'aimerais bien s'il y a une suite ». L'idée a fait son chemin, et puis je me suis souvenu que j'avais réalisé 15 interviews il y a 5 ans de femmes et d'hommes, en allant les voir, en leur demander qu'est-ce qu'était pour eux la réussite personnelle. Et je me suis dit, au final, ça pourrait être une suite. Je me suis replongé dans ces interviews que j'ai vraiment... je les ai sortis de mon disque dur, je les ai réécoutés. Et là, pour moi, justement, sans faire de mauvais jeu de mots, ça a été une évidence. Je me suis dit, voilà, s'il y a une suite à ce livre, ça peut être celle-là, d'aller à la rencontre. Maintenant, je suis allé à la découverte de moi-même, à mon introspection. Et maintenant, je vais à la découverte des autres et de voir quels ont été leurs parcours de vie et qu'est-ce que pour eux la définition de la réussite personnelle. Et voir si ça corroborait avec ce que j'avais imaginé. Et voilà, et en fait, donc le deuxième opus va s'appeler À quoi je sers, s'appelle À quoi je sers, carnet de route d'un homme curieux, où là, c'est un florilège de 8 rencontres, de 4 femmes, 4 hommes, qui nous expliquent un peu leur parcours de vie et qui nous donnent une clé commune, qui est la clé de cette clé de la réussite personnelle. Alors, ça a été pour le coup un travail un petit peu plus journalistique, mais dans l'écriture, j'ai remis cette patte d'écrit parlé, non pas de simplement on va dire reborder ce que j'entendais, ce qu'il m'avait raconté, non, vraiment en l'écrivant comme je l'ai vécu quand j'ai réécouté ces interviews. Voilà, donc c'est vraiment un in situ de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu. Il y a toujours une question d'émotion par rapport à ces rencontres qui étaient forcément passées, mais que j'ai remis au goût du jour. Et voilà, en passant ce message. Et puis il y a un troisième qui est en cours, enfin en tout cas qui devrait être en écriture au printemps, qui là va s'appeler Retour aux sources. Donc c'est quête ancestrale d'un homme heureux. Et pour le coup, voilà, ça bouclera la boucle. Et je sais qu'il fallait que je fasse ça. Je ne sais pas pourquoi. Je suis incapable de dire pourquoi, mais je sais qu'il fallait que ça se passe comme ça. Et tout a été de manière instinctive. Eh ben, en tout cas, un bon moment. Moi, j'ai pris un très très bon moment à lire ce livre. Donc, Évidence, avec un S. Petit journal intime d'un homme amoureux. Vous pouvez le retrouver. On peut le trouver partout, un petit peu, ce livre. Oui, on peut le trouver sur les grandes plateformes qu'on connaît. On peut aussi le retrouver sur mon site, cyrillichon.com, où là, j'ai la possibilité de pouvoir le commander directement. Et bien entendu, je me ferai un plaisir, comme je le fais depuis presque un an, plus d'un an, à dédicacer ce livre à chaque personne de manière individuelle. Voilà.
Voilà, un roman autobiographique aux éditions Fortuna, 130 pages, vous verrez que vous passerez un bon moment. Il l'a écrit en 2 mois, en 60 jours. Et moi, j'ai vraiment effectivement pris énormément de plaisir à le lire, à le découvrir et à croquer effectivement au fur et à mesure les pages parce que c'était très très bien. Moi qui lis très lentement, il me faut une semaine pour lire un livre. Donc j'ai dû lire à peu près 30 à 40 pages une vingtaine, 20 à 30 pages par jour. Et c'était très très bien. Ce que je peux aussi dire, ajouter, c'est que ce livre a été écrit de telle manière que chaque jour est résumé, enfin chaque jour tient 2 pages. Donc ça veut dire qu'on peut le lire soit en 60 jours, c'est-à-dire 2 pages par jour, ou soit on peut se dire tiens je vais lire 3, 4 jours, 5 jours par jour. Donc il est vraiment c'est assez ludique comme lecture. Ça aussi j'en ai pas fait exprès, ça m'est venu comme ça. Et donc c'est vrai que je suis assez sensible, moi qui n'étais pas forcément non plus très lecture, je suis assez sensible au fait d'intéresser, de donner envie aux gens de lire. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que la lecture, que la littérature, toutes les clés, toutes les réponses de la vie sont dans la nature et dans la littérature. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin de cette interview concernant effectivement Évidence, donc ce livre. Je vous invite vraiment à le lire, vous allez voir si vous avez passé un bon moment, c'est super, il y a des rebondissements et tout, c'est haletant, donc c'est très 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 intéressant. Si vous aussi vous avez un bouquin et que vous voulez être interviewé dans les experts, contactez-moi, contact@libre-antenne.fr, notez sur vos tablettes, contact@libre-antenne.fr pour écouter cette interview, mais également d'autres interviews des experts. Vous allez sur www.libre-antenne.fr. Merci Cyril. Et puis donc je t'interviewerai effectivement pour le deuxième quand il sortira. Avec plaisir, pas de problème. Je te remercie et merci pour ce que tu fais. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne.